Voilà. Donc je vais vraiment vous parler du traitement de façon assez simple, et j'ai focalisé mon exposé essentiellement pour faire un tour des traitements qui sont à notre disposition en tant que diabétologue pour la prise en charge médicamenteuse du diabète de type 2. Je parlerai essentiellement de diabète de type 2 ici, puisque c'est quand même le type de diabète qui est plus à l'interface entre nos deux spécialités. Vous avez ici ma déclaration de lien d'intérêt. Et je pense que c'est important qu'on commence en revenant sur certaines définitions du diabète, même si ça peut paraître évident pour certains d'entre vous. Donc je vous rappelle que la glycémie à jeun normale est comprise entre 0,70 g et 1,10 g. Et elle ne doit pas dépasser, après une charge orale de 75 g en glucose, 1,40 g. Et donc on va parler de diabète. On est encore sur des critères de l'OMS en France, c'est-à-dire basés soit sur la glycémie à jeun, supérieure à 1,26 g. Ce qu'on dit, c'est à plus de 2 reprises. Mais à partir du moment où vous avez une glycémie aléatoire supérieure à 2 grammes par litre, bien entendu, vous n'avez pas besoin de refaire un prélèvement, et le diabète, à ce moment-là, est certain. Alors, il y a le critère de l'hémoglobine glyquée, qui, Bruno Guercier en parlera notamment sur sa validité chez les patients qui ont une pathologie hépatique, cirrhose notamment décompensée. Mais globalement, chez nos patients, les recommandations américaines utilisent l'HbA1c comme critère diagnostique. L'avantage, c'est que ça intègre les dernières glycémies sur les 3 derniers mois, et on parle de diabète quand l'HbA1c est supérieur à 6,5 %. Donc ça peut être utile si vous avez à un moment donné une glycémie à jeun limite 1,28 g, 1,30 g. Si en regard de cette glycémie à jeun, vous avez une HbA1c à 7 %, vous ne vous posez pas la question, vous êtes vraiment face à un vrai diabète de type 2. Alors ensuite, il y a le prédiabète, avec ce qui est utilisé en pratique clinique courante, et ce qui est recommandé, donc c'est la glycémie à jeun, et on parle d'hyperglycémie modérée à jeun, entre 1,10 g et 1,26 g. Encore une fois, les critères OMS. Nos collègues américains considèrent déjà une hyperglycémie à jeun au-delà d'1 gramme. Ensuite, on a l'intolérance au glucose qui nécessite une charge orale, donc qui n'est pas recommandée de façon courante en pratique clinique, avec une glycémie qui sera dans ce cas-là entre 1,40 g et 2 grammes par litre. Et si on est sur l'HbA1c, les données américaines, c'est entre 5,7 et 6,4 %. La fourchette entre 5,7 et 6 % qui est assez basse, c'est essentiellement tirée notamment par les ethnies asiatiques. Alors, la physiopathologie du diabète de type 2 part du syndrome métabolique, avec un patient ayant une obésité viscérale, évolue vers le prédiabète et ensuite le diabète. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a essentiellement une insulinorésistance. Et vous voyez que cette insulinorésistance, elle va augmenter essentiellement au stade de prédiabète. Mais une fois le diagnostic du diabète ici, finalement, il n'y a pas d'aggravation supplémentaire de l'insulinorésistance. Ce qui est extrêmement important dans l'apparition du diabète, c'est un défaut d'insulinosécrétion, c'est-à-dire que pendant les phases initiales, en regard d'une insulinorésistance, il va y avoir une compensation par une sursécrétion d'insuline. Et les choses se compliquent quand la cellule bêta pancréatique est incapable d'assurer cette surcompensation, et quand on commence à avoir un défaut sécrétoire, donc une diminution de l'insulinosécrétion, à ce moment-là, on a une élévation de la glycémie à jeun et de l'HbA1c. Et quand on fait un test de charge, on voit que l'anomalie des glycémies postprandiales va être un petit peu plus précoce, témoignant de ce défaut insulinosécrétoire. Alors, la physiopathologie du diabète de type 2 est extrêmement complexe. Donc, pendant longtemps, on a parlé d'un triumvirat avec essentiellement 3 anomalies physiopathologiques majeures. Donc, on en a parlé, un défaut d'insulinosécrétion par la cellule bêta du pancréas, avec un défaut à la fois quantitatif et qualitatif de la sécrétion d'insuline, et une insulinorésistance qu'on qualifie de périphérique, essentiellement musculaire, avec une diminution du captage et de l'utilisation du glucose par le muscle, et puis une insulinorésistance hépatique, avec comme conséquence une diminution de l'action de l'insuline sur la production hépatique de glucose, donc une hyperproduction hépatique de glucose qui est responsable de cette hyperglycémie. Donc pendant longtemps, comme traitement pour le diabète de type 2, on essayait d'agir sur ces défauts physiopathologiques. Donc on a stimulé la sécrétion d'insuline, donc on n'adresse pas du tout le problème de l'insulinorésistance, on essaie de maintenir cette hypersécrétion d'insuline pour faire baisser la glycémie. Donc c'est les sulfamides hypoglycémiants, vieux médicaments, les glinides qui sont très proches des sulfamides, et puis il y a eu une première évolution avec l'arrivée des incrétinomimétiques en 2005 et 2006 pour les analogues du GLP1 et les inhibiteurs des PP4.
Là où on est un peu démuni, c'est sur les insulinosensibilisateurs. Donc on a la metformine, vieux médicament, mais qui est plus un inhibiteur de la néoglucogénèse qu'un vrai insulinosensibilisateur. Puisque quand on regarde les insulinosensibilisateurs périphériques, nous n'avions que les glitazones, les agonistes de PPAR gamma, qui, comme vous le savez, ont été retirés du marché en France. Donc la metformine reste, à l'heure actuelle, dans toutes les recommandations, à la fois la Société francophone du diabète, mais également les recommandations américaines et européennes, le médicament de première ligne dans le diabète de type 2. Je ne vous dis pas que ça va changer ou que ça ne pourra pas changer dans les prochaines années. Il y a des discussions sur ce positionnement, notamment sur le fait qu'en termes de protection cardiovasculaire, le niveau de preuve est moindre que certains médicaments plus récents, comme les analogues du GLP-1 ou les inhibiteurs de la SGLT2. Et quoi qu'il en soit, c'est à l'heure actuelle le médicament de première ligne. Donc je vous l'ai dit, ça agit essentiellement en diminuant la production hépatique de glucose. Les effets indésirables, vous les connaissez, c'est diarrhée, douleur abdominale. Et l'idée, c'est d'avoir une titration progressive, pas d'emblée partir sur 2 grammes par jour, sinon vous allez avoir vraiment des problèmes digestifs. Et les effets indésirables graves, c'est l'acidose lactique, qui est rarissime et qui survient surtout en cas d'hypoxie tissulaire. Les contre-indications, je ne vais pas empiéter sur le topo de Bruno Garci, mais c'est l'insuffisance rénale sévère et les situations d'hypoxie. Les médicaments, c'est metformine, c'est génériqué. Alors le stagide, quand vous utilisez du stagide, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas exactement le même type de metformine et que dans un comprimé à 700 mg de stagide, ça ne contient que 280 mg de metformine, ce qui explique que parfois c'est mieux toléré tout simplement parce que c'est moins dosé. Alors pour l'insuffisance rénale, c'est une vraie question. On peut suivre les recommandations américaines, à savoir qu'au-delà de 60 minutes par minute, il n'y a aucun souci. Entre 60 et 45 minutes par minute de DFG, on peut continuer à la même dose en surveillant la créate. Entre 30 et 45, c'est 500 mg x 2 et en dessous de 30, c'est contre-indiqué. Alors les sulfamides, c'est un insulinosécréteur. Je vous ai mis glucose indépendant, à savoir que ça va bloquer et fermer les canaux potassiques ATP dépendance, qui va entraîner la sécrétion d'insuline, quel que soit le niveau de glucose. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas diabétique et que vous prenez un insulinosécréteur, malgré une glycémie normale de départ, vous allez faire une hypoglycémie. Donc les effets indésirables, ce sont ces hypoglycémies qui peuvent être en plus beaucoup plus prolongées que celles observées sous insuline. Il peut y avoir une petite prise de poids également associée à ce traitement. Bien entendu, on n'associe jamais 2 sulfamides ou un sulfamide plus un répaglinide. Et finalement, les traitements, vous les avez ici, ils sont génériqués également. Et le répaglinide, qui est le novonorme, qui est utilisé, on pense souvent qu'il y a moins d'hypoglycémie, ce qui n'est pas vrai. Ce qu'il a, c'est que le répaglinide a une demi-vie plus courte, donc on peut l'adapter à chaque repas. Quand le patient saute un repas, il ne prend pas son répaglinide, donc on adapte ça un petit peu comme, finalement, c'est le même raisonnement qu'avec des injections rapides d'insuline à chaque repas. Donc c'est beaucoup plus flexible, mais ça reste un médicament à risque d'hypoglycémie. Alors ensuite, on a eu les incrétinomimétiques. Donc l'effet incrétine, je vous le rappelle, c'est que quand vous administrez la même quantité de glucose à un sujet sain, soit par voie orale, soit par voie intraveineuse, vous voyez qu'en réponse à une charge orale en glucose, on a une augmentation beaucoup plus importante de la sécrétion d'insuline qu'en réponse à une charge par voie intraveineuse. Et cette différence, c'est un effet, ce qu'on appelle l'effet incrétine. Donc il y a 2 médiateurs. Il y a le système nerveux, notamment parasympathique, et des hormones, et c'est des hormones que vous connaissez bien, donc c'est le GIP et le GLP-1. Donc globalement, il y a eu un développement qui s'est fait prioritairement sur des analogues du GLP-1, simplement parce que l'action hypoglycémiante du GLP-1 était maintenue chez les patients diabétiques alors qu'elle disparaissait avec le GIP chez ces mêmes patients. Néanmoins, maintenant, il y a des molécules qui sont en développement, qui sont des doubles agonistes GLP-1-GIP, notamment le terzitapide, qui est en phase 3 et qui a un effet supplémentaire, notamment en termes de contrôle pondéral. Alors, quand on regarde les effets du GLP-1 endogène, vous savez qu'il y a 2 molécules dans les incrétinomimétiques. On a les analogues du GLP-1 qui s'administrent par voie sous-cutanée. On a commencé à 2 fois par jour avec le Byetta, l'exénatide, et on est à des formes hebdomadaires maintenant. Et on a les inhibiteurs de la DPP4. Donc la DPP4, c'est l'enzyme qui dégrade le GLP-1 actif en GLP-1 inactif de façon extrêmement rapide. Donc il va y avoir des différences d'action essentiellement liées aux concentrations qu'on observe. Quand vous injectez un agoniste du GLP-1, vous atteignez des concentrations plasmatiques efficaces beaucoup plus importantes que simplement quand vous bloquez la dégradation du GLP-1 endogène. Quoi qu'il en soit, au niveau hépatique, ça va diminuer la synthèse hépatique de glucose.
Au niveau pancréatique, on l'a vu, hein, ça stimule la sécrétion d'insuline, mais de façon glucose-dépendante. Donc, par rapport au sulfamide, il ne va pas y avoir de risque d'hypoglycémie. À savoir qu'il va y avoir une sécrétion d'insuline quand on regarde une hyperglycémie. À partir du moment où la glycémie est normale, il n'y a plus de sécrétion d'insuline. Et on a la même chose pour la sécrétion de glucagon, l'hormone hyperglycémiante, qui est diminuée, et là encore de façon glucose-dépendante. Dès qu'on a des analogues du GLP-1 et qu'on a des taux pharmacologiques plus importants, on va avoir d'autres effets. Un effet au niveau des centres de la prise alimentaire, au niveau de l'hypothalamus, qui vont augmenter la satiété et diminuer la prise alimentaire. Et ces médicaments sont aussi développés dans l'obésité chez des patients non diabétiques, à des doses plus fortes. On a des études, et ça c'est aussi la grosse nouveauté, qui nous montrent un bénéfice cardiovasculaire avec ces molécules, et c'est un effet classe. Et en termes de tolérance, on a une diminution de la vidange gastrique qui est responsable de nausées, voire de vomissements. Alors les inhibiteurs de la DPP4, ce qu'on appelle les gliptines, c'est une administration orale, ça inhibe l'enzyme pendant 24 heures. On a vu la stimulation de l'insulinosécrétion et l'inhibition de la sécrétion de glucagon. Et c'est un médicament qui a comme avantage d'être extrêmement bien toléré, pas d'effet indésirable, pas de risque d'hypoglycémie. Et vous avez les molécules ici, on en a 3 à notre disposition en France. La sitagliptine, la saxagliptine et la vildagliptine, et on adapte les doses en fonction de la fonction rénale. Alors, les analogues du GLP-1, il y a eu beaucoup de développement depuis 2005. Donc il y a les durées d'action longues versus les durées d'action courtes. Pour la faire court, on n'utilise plus des formes courtes de GLP-1. Et on a la taille de la molécule qui permet notamment d'allonger sa demi-vie. Et puis on a les analogues du GLP-1 qui sont plus utilisés que par des techniques de manipulation de type manipulation génétique à partir du GLP-1 humain versus initialement l'exandine qui était extrait à partir de la salive d'un lézard du désert californien, le Gila monster. Et donc globalement, je vous ai mis l'exénatide, on n'utilise plus, le lexinatide non plus, l'albiglutide, ça n'a jamais été développé. Donc on se retrouve avec le liraglutide, qui est le Victoza, c'est une injection par jour. Le dulaglutide, Trulicity, l'exénatide, le bidéréon, qui est très peu utilisé, et puis plus récemment le sémaglutide, l'Ozempic, qui sont en une injection par semaine. Donc l'intérêt, c'est qu'on va avoir un effet sur la satiété avec une perte de poids, une protection cardiovasculaire avec 4 études qui montrent un bénéfice, et puis vous le savez, des effets prometteurs dans la NAFLD et dans la NASH, avec la question qui reste très ouverte, est-ce qu'il y a une action directe sur l'hépatocyte ou est-ce que c'est une action indirecte essentiellement médiée par la perte de poids? Ça reste un débat ouvert puisqu'on ne sait pas, il y a encore des débats sur le fait est-ce qu'il y a des récepteurs au GLP-1 sur l'hépatocyte. Et sachant que dans la NASH, les essais en développement sont avec notamment le sémaglutide, mais pas en une fois par semaine, mais en une fois quotidiennement tous les jours. Alors ça bouge aussi dans le domaine de la diabétologie, à savoir qu'en partant du foie, ce qu'on a vu, le muscle, et puis les cellules bêta, il y a d'autres organes qui contribuent à la régulation de la glycémie. Donc il y a évidemment le système nerveux central, il y a le tissu adipeux, qui était la cible notamment des glitazones. Et puis, je vais vous parler des inhibiteurs de SGLT2, puisqu'ils arrivent sur le marché enfin. On était un petit peu le pays pauvre de l'Europe, puisque les autres pays avaient ces inhibiteurs remboursés et commercialement disponibles depuis environ 5 ans, et nous, toujours pas. Donc l'idée, initialement, paraissait assez simple. On va faire pisser du sucre. Donc globalement, si un diabétologue vous dit à 7-8 ans qu'on l'a interrogé en disant c'est un médicament magnifique qui va avoir des effets pléiotropes, je pense qu'il réinvente l'histoire. On était tous un peu probablement sceptiques en se disant ça peut être utile, mais globalement c'est quand même pas extrêmement prometteur et finalement l'avenir nous a démontré le contraire. Donc l'idée c'est qu'on réabsorbe, vous le savez, on filtre le glucose au niveau rénal et on réabsorbe environ 140 à 150 grammes de glucose par jour avec un seuil de réabsorption qui est à 1,80 g. Ce qui explique qu'on a un diabète déséquilibré. Au-delà de ce seuil, on commence à avoir une glycosurie qui est responsable d'une diurèse osmotique. Donc là, l'idée, c'est cette réabsorption, elle est faite à 90% par ce transporteur SGLT2 qui a une faible affinité mais une forte capacité. Et donc, quand on va inhiber avec un médicament, on va entraîner une augmentation de la glycosurie. Ce qui va se traduire par une diminution de l'hémoglobine glyquée. On va diminuer la glycémie à jeun et postprandiale. On va entraîner une perte calorique, donc on va avoir une perte de poids d'environ 4 à 5 kg, qui est moins importante que ce qu'on peut avoir avec les analogues du GLP-1. Et puis, on va avoir aussi un effet de diurèse osmotique avec une fuite de la réabsorption sodée et donc une diminution de la pression artérielle.
Les effets indésirables, ils sont essentiellement les mycoses génitales, beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Pas d'infection urinaire vraie ni sur risque de pyélonéphrite. Il peut y avoir une hypotension, notamment chez les sujets âgés au début. Et puis, notamment chez les patients diabétiques très insulinopéniques, il y a un mécanisme qu'il faut avoir en tête. Alors, ça peut être important, notamment chez les patients fragiles sous insuline. C'est un risque d'acidocétose, et en plus une acidocétose un peu trompeuse, puisqu'elle survient avec des valeurs normales de glycémie. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hypoglycémie. Et alors, l'extrême avantage, et c'est pour ça que probablement c'est un médicament qui va challenger la metformine dans les prochaines années en termes de traitement ou pas de première ligne, c'est qu'on a une protection cardiovasculaire, mais extrêmement importante, avec une réduction de la mortalité totale dans certaines études, une diminution également de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, y compris chez les patients non diabétiques. Donc il y a un effet classe qui entraîne une diminution des réhospitalisations et de la mortalité cardiovasculaire chez les patients insuffisants cardiaques non diabétiques. Et en plus, on a une protection rénale dans la néphropathie diabétique avec moins de passages d'évolution en dialyse ou une diminution de la protéinurie. Donc c'est un médicament qui finalement pouvait paraître assez banal au début et par des mécanismes qui sont encore imparfaitement compris, a une protection extrêmement large au niveau cardiovasculaire et rénal. Il y aurait des effets potentiels sur la NAFLD et sur la NASH, et la molécule que vous devez retenir, c'est la dapagliflozine, ça s'appelle Forxiga, il n'y a qu'un dosage 10 mg par jour et c'est remboursé depuis le 1er avril. Donc en termes pour faire de la pub, c'était en plein confinement et un 1er avril. Donc là, ça résume, c'est issu du consensus de la prise de position de la SFD, c'est-à-dire que quand vous réfléchissez à l'utilisation d'un médicament antidiabétique, vous pouvez regarder l'efficacité sur la baisse de la glycémie. Les analogues du GLP-1 sont très puissants, l'insuline bien évidemment. Les autres ont une efficacité plus intermédiaire, le risque d'hypo, si vous voulez éviter les hypos, l'effet sur le poids, les bénéfices cardiovasculaires et les effets secondaires. Donc ça, je vous laisserai, de toute façon, je vous laisserai les diapositives. Ce qui ressort aussi quand on est sur le positionnement d'un choix, donc la metformine est le premier choix, et après, finalement, ça dépend du niveau de risque. Et chez des patients qui ont un risque de maladie cardiovasculaire, soit qui sont en prévention secondaire, soit qui soient à haut risque, finalement, arrivent très vite les médicaments qui ont montré leurs bénéfices dans des essais randomisés, à savoir les analogues du GLP-1, le liraglutide, le dulaglutide aussi, puisqu'il y avait eu l'étude Rewind entre-temps, ou le sémaglutide. Inversement, quand on est plus sur un profil de patient néphropathe ou insuffisant cardiaque, c'est plutôt les inhibiteurs de SGLT2 qui sont à privilégier. Alors ma dernière diapositive, c'est sur la personnalisation, c'est-à-dire qu'un des messages, on a des outils, mais après il faut personnaliser l'HbA1c. Vous savez que ce n'est pas le même niveau et la même cible d'HbA1c pour tout le monde. Moins de 7%, ça reste chez la plupart des patients. On peut être à moins de 6,5% quand on est chez un patient nouvellement diagnostiqué et qu'on a notamment des médicaments, qu'on utilise des médicaments qui ne donnent pas d'hypo. Et dès qu'on arrive chez des patients fragiles avec des comorbidités, c'est le cas des patients cirrhotiques, on est plutôt à lever le pied à moins de 8% en diminuant le risque d'hypoglycémie, mais Bruno reviendra là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder la prise de position de la SFD sur la prise en charge médicamenteuse de l'hyperglycémie. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de la SFD. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'ai un petit clin d'œil sur Où est Charlie. Les couleurs, c'est pour notre ami Jérôme, et vous essayerez de le retrouver sur cette diapositive. Merci pour votre attention.